Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter ma découverte des runes. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé les runes, de quelle manière elles sont apparues dans ma vie, et je vais vous expliquer aussi ma consécration personnelle des runes, donc ma toute première consécration que j'ai faite, de quelle manière je l'ai faite, et je la fais encore de la même façon aujourd'hui, exactement la même chose. Donc, je vais vous parler de ces deux sujets. Alors, pour commencer cette histoire, il faut retourner en 1995. J'avais alors 15 ans, c'était l'été, donc j'étais en congé parce que j'allais à cette époque à l'école secondaire. Et c'était l'été, c'est les congés, c'est les vacances. Et là, il y a une amie en campagne qui m'avait invité à aller faire un tour chez elle pour le week-end. Mais finalement, on a eu tellement de plaisir qu'elle m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu resterais pas pour une semaine? » Parce qu'on a vraiment de plaisir, on a envie que ça continue. Donc j'ai dit « Oui, certainement, je veux rester. » Ce qui était quand même assez étrange parce qu'à l'époque, j'adorais la ville. Je ne vivais que pour la ville. Et quand j'allais en campagne, je me sentais toujours un peu étrange, un peu débalancée, comme si j'avais perdu mes repères. Et sincèrement, j'avais beaucoup moins peur de me retrouver toute seule le soir en ville que de me retrouver toute seule le soir dans un champ ou n'importe où en campagne. Ça me terrifiait. La campagne me faisait un effet vraiment spécial. Donc, je n'aimais pas tant ça, mais c'est parce que les gens qui étaient là-bas étaient tellement chaleureux, c'était tellement des gens amusants, des personnes humaines qui adorent les humains, que peu importe le lieu, juste d'être avec ces gens, ça faisait toute la différence et je serais restée n'importe où avec eux et j'aurais été heureuse. Alors, j'ai accepté l'invitation. Et c'était un très bel été, il faisait souvent soleil, il faisait beau, mais bien sûr, parfois, il y a toujours une petite journée de pluie qui arrive ici et là. Donc, ce que je m'étais dit, c'est que, on va avoir beaucoup de plaisir quand il va faire soleil, mais lorsqu'il va pleuvoir, moi, je sais ce que je veux faire. Parce que du moment où je suis descendue dans le sous-sol, j'ai vu quelque chose dans le salon, sous la télé. C'était un Super Nintendo. Oui. Oh oui, je l'avais vu parce que je n'avais pas de console à la maison et j'étais une fan de jeux vidéo et j'avais envie de jouer, mais quand on n'a pas de console soi-même et que tous nos amis en ont, eh bien quand on va chez nos amis, on ne va pas jouer sur leur console, on va voir nos amis. Donc on veut leur parler, on veut faire des activités avec eux et tout ça, mais on ne peut pas nécessairement jouer, ou on joue un peu, mais ça ne dure pas tout le temps. Donc, là, je me suis dit, quand ça va être la pluie, ça va être le temps de jouer. Alors, quand la pluie est arrivée, eh bien, j'ai demandé, est-ce qu'on joue au Super Nintendo? Et le frère de mon ami, eh bien, il m'a dit, ah oui, on joue, je vais te montrer des jeux. C'est parfait, ça. Alors, on commence à jouer à des jeux, et à un certain point, il me dit, est-ce que tu aimes ça, les jeux d'aventure, les RPG? Role-playing game, donc les jeux de rôle. J'ai dit, j'adore ça, c'est ce que j'aime le plus. Mais j'ai dit, sauf que ça joue à un joueur, on peut pas jouer à deux. Alors je me vois mal jouer toute seule devant toi et toi tu me regardes. Il m'a dit, non, c'est parfait, joue, moi je vais te guider, puis en même temps je vais observer de la manière que tu joues, ça va être intéressant. Donc je dis, ok, mais parfait. Alors, ce qu'il met, c'est le jeu La 7e Saga. Alors, si ma mémoire est bonne, parce que quand même, ça date de 1995, cette histoire, si ma mémoire est bonne, l'histoire de la 7e saga, c'est qu'il y a un roi qui fait quérir des aventuriers, qui demande à des aventuriers de partir en quête pour aller chercher des runes. Donc, première fois que j'entends le mot rune, c'est dans le jeu.
Et dans le jeu, ce qui arrive, c'est que on a des pouvoirs magiques, ou on utilise des potions, ou je ne sais plus quel item, peut-être des herbes, mais tout ça est en quantité limitée. Par contre, quand on trouve une rune, le pouvoir de la rune, lui, est illimité. Donc, on s'en sert, on s'en sert, on s'en sert, la rune est toujours là, elle a toujours son pouvoir, et souvent, avoir une rune, ça fait toute la différence entre la vie et la mort, et même qu'à un certain point dans le jeu, les personnages qu'on peut sélectionner, donc les aventuriers, ils se battent entre eux pour avoir les runes des autres. Donc, pour dire à quel point que les runes dans le jeu sont puissantes, et aussi, bien sûr, si on veut réussir la quête finale, il faut avoir toutes les runes. Donc, il y a un petit combat qui se fait entre les participants. Mais ce qui m'est resté en tête, c'était runes et puissance magique. Et donc, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce jeu qui était d'une difficulté absolument absurde, mais mais j'aimais quand même ça parce qu'à l'époque, de toute façon, la majorité des jeux étaient difficiles et il fallait persévérer, donc j'avais envie de persévérer, c'était quelque chose auquel j'étais habituée. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Alors, le temps passe et je m'en vais de chez mes amis, l'été se termine et arrive la rentrée des classes. Et là, durant l'automne, le professeur de français nous dit qu'on doit faire un exposé oral. Sauf qu'il nous dit qu'on peut faire l'exposé sur le sujet de notre choix. Donc, c'est vraiment un sujet absolument libre. Et puisque j'étais déjà en train de faire beaucoup de recherches sur le sujet de l'ésotérisme, je me suis dit, tiens, ça va être ça, mon sujet. Donc, je vais ressortir les aspects les plus intéressants ou les plus intrigants du domaine de l'ésotérisme, et c'est ça que je vais présenter dans mon oral dans le cours de français. Alors, ce que je fais, c'est que je m'en vais à la bibliothèque et là, je fouille dans les livres pour trouver des domaines d'intérêt en ésotérisme. Je trouve des trucs intéressants, je fais des photocopies et même à l'époque, j'avais été, je crois, à la Bibliothèque centrale, Bibliothèque nationale à Montréal, qui était dans un bâtiment vraiment ancien, patrimoine probablement. C'était magnifique cet immeuble, c'était fait un peu avec des colonnes, c'était majestueux comme endroit. Ils ont changé la bibliothèque de place, maintenant c'est un édifice moderne qui, comme on sait quand c'est moderne, c'est pas une construction toujours très solide. Dès les premières années, il y avait plein de morceaux qui tombaient de ce bâtiment. Mais bon, j'aurais préféré que ça reste à l'ancien bâtiment, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors à un certain point, j'ouvre un livre qui parlait justement de sujets variés sur l'ésotérisme. Donc c'était un sujet, un autre, un sujet, un autre. Et là, à un moment, j'ouvre la page et je vois les runes. Donc, il y avait 3 pages sur les runes. Et là, je me dis, les runes? Mais j'ai vu ça dans le jeu, le nom runes, parce que dans le jeu, ce qui arrive, c'est qu'on n'a jamais vu les runes. Ou, sinon, ma mémoire est pas bonne. Mais si ma mémoire est bonne, on ne voyait pas, on n'a pas vu les symboles des runes. Ce qu'on avait, c'était le nom dans l'inventaire, comme Sky Rune, Water Rune, des trucs comme ça. Donc, on avait le nom et on s'en servait, on voyait l'effet, mais le symbole, il n'y avait pas d'image aux runes. Et là, je vois le nom, les runes, et je vois des images, et j'ai fait « Oh, wow, c'est quoi ça? » Alors, j'ai vraiment accroché. J'ai fait une photocopie, donc il y avait une page où c'était une image. C'était une image d'Odin, pendu par les pieds à l'arbre Yggdrasil, qui avait alors découvert les runes. Sur la deuxième page, il y avait une consécration à faire aux runes pour les activer, et sur la troisième page, il y avait les définitions des runes. Donc, on s'entend que dès que je suis arrivée chez moi, j'ai voulu utiliser ces notions. Donc, j'ai quand même pris le temps de lire et relire les notions sur les runes pour bien assimiler tout ça. Et lorsque je me suis sentie prête, eh bien, j'ai créé mon premier ensemble de runes. Et là, je sais que ça va déplaire aux puristes, aux traditionalistes, et voilà, c'est que moi, en fait, j'aime tester
Et si je teste et que ça fonctionne, pour moi, ça fonctionne. Et je n'ai pas fabriqué mon jeu de runes dans la manière la plus traditionnelle qui soit. Au contraire, j'ai vraiment pris une sorte de carton ou de feuille épaisse. J'ai coupé des runes ou juste plié et déchiré le papier, je me souviens pas. Et ensuite, j'ai pris un marqueur noir, donc c'est rien de traditionnel, c'est rien de bien magique. Un marqueur noir et j'ai écrit des runes sur les petits papiers et ces runes sont devenues mon tout premier jeu de runes à vie. Cet ensemble, ensuite, je l'ai consacré avec les paroles qu'il y avait dans le livre, mais je l'ai consacré aussi à ma manière, mais plus tard. Donc, la première étape que j'ai faite une fois que les runes ont été consacrées selon les notions du livre, ça a été de les essayer, donc de tester. Alors, à chaque jour, ce que je faisais, c'était de dire comment est-ce que va se passer ma journée. Et là, je pigeais une rune. Ensuite, une fois la journée terminée, je faisais des liens avec ce qui s'était produit. Ou si j'avais une question à propos d'un sujet en particulier, d'une personne, d'une situation, d'un événement qui allait se produire, là, j'en profitais aussi pour poser des questions de ce type. Mais sinon, pour vraiment découvrir les runes une à une, j'ai surtout fait des tirages quotidiens, donc qui représentaient les journées qui se passaient au fur et à mesure des jours. À chaque fois que j'utilisais les runes, je ressentais vraiment une sorte... Il y avait une émotion qui se dégageait de ça. C'est comme si ça créait une ambiance. Je me sentais dans un état... C'est comme si je ressentais la magie des runes. Il y avait quelque chose de différent dans mon énergie à moi, dans mon état d'âme personnel. Quelque chose qui m'apaisait, mais en même temps qui m'intriguait. C'est très, très difficile à décrire aussi parce que ça fait longtemps et je réussis à retrouver cet état quand je fais vraiment une séance runique où je prends vraiment le temps de m'asseoir et de faire une vraie séance. Là, je vais ressentir ce même état que je réussis à atteindre à l'époque de nos jours. Donc, maintenant, ce qui arrive surtout, c'est que je vais plutôt m'asseoir, me détendre un peu, puis prendre les runes, prendre le temps un peu avec elles, poser ma question, tirer les runes, remercier et remettre les runes où elles étaient. Mais je ne fais plus autant de séances vraiment runiques où je m'installe, je prends le temps de les ressentir, je prends le temps de faire une prière à Odin, de vraiment travailler avec elles dans leurs énergies. Mais à l'époque, j'étais imbibée de cet état et j'adorais ça, j'aimais ça. J'ai vraiment eu un coup de foudre, un coup de cœur pour les runes. Et elles m'ont suivi à travers les années, donc à travers le temps, elles ont toujours été là, même si parfois je les ai laissées de côté un peu, elles ont toujours eu une place dans ma vie depuis ce temps-là. Et donc aussi, à cette époque, j'avais ressenti le besoin de consacrer les runes, mais d'une manière plus personnelle. Donc, j'avais fait la consécration avec les paroles du livre, mais j'avais besoin de moi imprégner mes runes de mon énergie, de les rendre plus liées à moi dans l'énergie et y mettre ma trace, ma signature. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une consécration bien personnelle. Encore une fois, ça ne fait pas partie du tout des traditions, mais ça fait plutôt partie du domaine de la magie au sens large. En fait, c'est d'utiliser l'émotion pour créer une charge et un état d'âme pour l'imbiber, le faire entrer dans le jeu de runes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les runes, je les ai mis dans le creux de mes mains et ensuite, j'ai chanté une chanson. Alors, à l'époque, donc 1995, il y avait une chanson qui était très, très populaire qui avait en fait été lancée en 1994, mais en 1995, on l'écoutait encore parce que c'était vraiment un gros hit et ça jouait encore de temps en temps à la radio. Alors, la chanson en question, c'est une chanson de Seal et ça s'appelle « Kiss from a Rose ».
Et ce qui tombait vraiment bien, c'est que les paroles correspondaient à ce que moi je ressentais par rapport aux runes et je vais vous nommer les extraits de paroles en question. Il y a un endroit où il dit « You became the light on the dark side of me ». Donc, tu es devenu la lumière dans l'aspect sombre de moi. Bien sûr, là, je traduis librement comme ça, là. Mais c'était une époque quand même qui était difficile dans ma vie, l'adolescence, pas parce que c'était l'adolescence, non, parce que les situations familiales étaient très, très problématiques et c'était une vie vraiment difficile avec beaucoup d'épreuves. Donc, dire tu es devenu la lumière dans l'aspect sombre de moi, c'était pas seulement l'aspect sombre de moi-même, mais dans l'aspect sombre de ma vie, en fait. Donc, cette parole me parlait beaucoup. L'autre bout, il dit But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Donc, savais-tu que lorsqu'il neige, et là, la neige, eh bien, les runes viennent des pays nordiques. Donc, s'il y avait vraiment un lien fort, la neige, pays nordique, les runes. Donc, quand il neige, mes yeux s'élargissent ou deviennent plus grands et la lumière que tu illumines peut être vue. Donc ça, pour moi, c'était vraiment beau parce que les runes, j'étais en amour avec les runes, je les aime beaucoup. Et comme il dit, cette lumière qui éclaire notre nuit personnelle, notre nuit intérieure, eh bien que leur lumière est en nous, dans nos yeux, et qu'elle illumine lorsqu'il neige. Pour moi, tout avait un lien avec les runes, donc c'était parfait. Et il dit aussi « The more I get of you, stranger it feels ». Donc, plus que j'ai de toi, et plus je me sens étrange. Et comme je dis, j'avais de la difficulté à décrire l'ambiance et l'énergie, l'émotion, l'état dans lequel les runes me transposaient. Eh bien, c'est un peu ça, c'est ce sentiment étrange, différent de la vie normale, quelque chose qui n'a pas été connu avant, qui n'a pas été vécu avant. Eh bien, c'est ça. Plus que j'obtenais de contact avec les runes, plus je ressentais ce sentiment étrange et qui n'est pas vécu dans la vie quotidienne normalement. Il y a une autre partie aussi où il dit You remain my power, my pleasure, my pain. Et to me, you're like a growing addiction that I can't deny. Donc, tu restes mon pouvoir, mon plaisir et ma souffrance, parce qu'en fait, les runes ne sont pas que positives. Parfois, elles vont nous annoncer des choses négatives dans les prédictions. Donc, elles sont mon pouvoir parce qu'elles m'apportaient quelque chose de plus fort et de magique et quelque chose que d'autres personnes n'avaient pas. Donc, qui faisait aussi une différence. Elles sont mon plaisir parce que, justement, j'aimais travailler avec elles, ça me passionnait. Et la souffrance, eh bien, c'est l'aspect, justement, que tout n'est pas rose et qu'elles sont capables d'être honnêtes et franches pour dire la vérité. Parce que moi, j'adore des tirages qui disent la vérité. Je n'aime pas des tirages divinatoires complaisants qui vont dire qu'est-ce que moi je veux entendre. S'il y a quelque chose de mal qui va arriver, je veux le savoir parce que déjà, je peux me préparer, que ce soit mentalement ou autre. Parfois, vous me direz, on ne peut pas tant se préparer que ça, mais j'aime quand même le savoir. Ça, c'est personnel à moi. Et parfois, on peut faire la différence quand on le sait. Donc, il y avait cet aspect. Et donc, dans les paroles aussi, il y a « You're like a growing addiction that I can't deny ». Parce que c'est ça, les runes, ça devenait une addiction, un besoin qui grandissait et je pouvais pas nier que je m'attachais de plus en plus aux runes. Alors, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai mis les runes dans mes mains et j'ai chanté cette chanson et je l'ai chantée avec tellement d'amour et en appuyant vraiment pour mettre les émotions sur les mots qui étaient dits, mettre l'emphase sur ce que je viens de vous décrire et bien que ça ressorte dans les paroles et dans le chant au moment où je chantais pour les runes. Et ça, donc, j'ai fait ça. C'est ma consécration personnelle. Si je ressens le besoin de le faire encore aujourd'hui, c'est ce que je vais faire.
et parfois juste pour activer la magie des runes avant un tirage, je peux remettre la chanson, la chanter et voilà, c'est fait parce que je retrouve beaucoup plus vite l'état grâce à cette chanson. Et d'ailleurs, avant de terminer cet épisode, si vous voulez avoir un petit extrait, je vais vous faire un petit extrait a cappella avec de l'écho, avec du reverb bien sûr, avec de la réverbération bien sûr, parce qu'on peut se le permettre avec le logiciel. Donc, pour voir un peu, ce qu'il faut, c'est mettre l'intensité et l'émotion dans les paroles. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de chanter à la perfection. Vous n'avez pas besoin de faire... C'est pas un hit que vous allez faire. Là. Ça va pas jouer à la radio demain matin, puis et faire des milliers de dollars avec ça. Quand vous faites chanter une chanson pour que ce soit les runes dans cet exemple-ci, ou pour un autre instrument de magie, ou pour n'importe quoi, si vous voulez rendre un objet porte-bonheur, donc, transformer un objet ordinaire en porte-bonheur, vous pouvez le consacrer en faisant ça. Vous prenez l'objet et vous chantez quelque chose, une mélodie qui vous fait dégager de l'énergie positive et vous allez mettre cette énergie positive dans l'objet et ensuite vous allez le donner à une personne que vous aimez et à qui vous voulez que ça porte chance. Et puis, ça va fonctionner. Donc, ça, c'est une manière de procéder, mais il faut vraiment y aller dans l'émotion, mettre beaucoup d'amour et tout ça. Donc, si vous voulez, je vais vous faire un petit extrait. Vous pouvez l'écouter. Si vous ne voulez pas entendre ça, ça sera le temps de fermer l'écoute du podcast et de passer au prochain épisode parce que de toute façon, cet épisode est terminé. J'ai pas mal fait le tour de ma découverte des runes et ma consécration, et probablement que dans d'autres épisodes, je vais vous reparler encore des runes parce qu'il y a tellement de choses à dire sur elles et il y a plein d'autres aspects aussi, des choses que j'ai essayées, que ce soit la magie, la divination, et en magie, il y a aussi l'aspect, le son des runes, la magie écrite. Il y a plein de sous-sujets, donc je vais vous reparler de mes expériences avec les runes dans d'autres épisodes. Alors, si pour vous, c'est terminé, je vous dis à la prochaine. Et sinon, si vous avez envie d'entendre mon extrait, eh bien, le voici. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen? Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now